Bonjour. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter un cours de géométrie analytique du plan de niveau seconde. Alors, dans ce cours, nous désignons par P donc l'ensemble des points du plan. P avec une flèche correspond à l'ensemble des vecteurs du plan. Premièrement, base et repère. Définition, soit I et J, deux vecteurs qui n'ont pas la même direction. On dit qu'ils ne sont pas collinéaires, et O, un point qui appartient au plan. Donc je répète que deux vecteurs qui n'ont pas la même direction ne sont pas collinéaires. À l'inverse, lorsque deux vecteurs ont la même direction, on dit qu'ils sont collinéaires. Le couple IJ est une base de P avec une flèche qui correspond donc, je le rappelle, à l'ensemble des vecteurs du plan. Le triplet OIJ est un repère du plan P, P étant ici vu comme l'ensemble des points du plan. Alors remarque, soit I et J, deux points du plan, tels que le vecteur I est égal au vecteur OI et le vecteur J est égal au vecteur OJ. Les points O, I et J ne sont pas alignés. Avec les notations de la figure, donc ci-dessous, où je vois ici mon point O, mon point I, mon point J, mon vecteur I, mon vecteur J, O est l'origine du repère, la droite OI est la droite des abscisses, la droite OJ, ici, est la droite des ordonnées. Plus généralement, tout triangle ABC non aplati définit un repère du plan. Par exemple, avec le triangle donc ABC, on a le repère A, AB, vecteur AC. Donc ça peut constituer un repère du plan. Alors, définition, soit IJ une base de P, ensemble des vecteurs du plan, et O un point donné. Ici, I et J donc sont orthogonaux, alors la base IJ est orthogonale et le repère OIJ est orthogonal. On peut constater d'ailleurs que ces deux vecteurs, I et J qui sont orthogonaux, n'ont pas la même norme. On a ici donc I et J qui sont encore deux vecteurs orthogonaux, avec cette fois la norme de I qui est égale à la norme de J qui est égale à 1, alors on dit que la base IJ est orthonormale et que le repère OIJ est orthonormal aussi. Il existe une autre appellation. On peut dire que la base IJ est orthonormée, La base IJ, on peut dire qu'elle est orthonormée, et le repère OIJ est orthonormé aussi. Alors, deuxièmement, repérage d'un point dans le plan. Théorème, soit OIJ un repère du plan P. Pour tout point M du plan, il existe un unique couple XY de réels, tel que le vecteur OM est égal à X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J. Alors, dans un premier temps, on va faire donc la démonstration de l'existence du couple XY. Soit M, un point du plan, avec ici le repère OIJ. Soit H, le point d'intersection de la droite OI avec la parallèle à OJ passant par M. J'ai ici la parallèle à OJ passant par M, et on a bien ici le point H qui correspond au point d'intersection avec la droite OI. Soit K, le point d'intersection de la droite OJ avec la parallèle à OI passant par M. Donc ici, on a bien la parallèle à OI passant par M, et on a ici le point d'intersection avec la droite OJ. Le quadrilatère OHMK, ayant des côtés 2 à 2 parallèles, est un parallélogramme, par définition.
Il en résulte, d'après la règle du parallélogramme, que le vecteur OM est égal au vecteur OH plus le vecteur OK. Puisque H appartient à la droite OI, il existe un réel X tel que le vecteur OH est égal à X fois le vecteur I. Puisque K appartient à la droite OJ, il existe un réel Y tel que le vecteur OK est égal à Y fois le vecteur J. Ainsi est justifiée l'existence d'un couple XY de réels tel que le vecteur OM est égal à X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J. On va maintenant démontrer l'unicité du couple XY. Supposons qu'il existe deux couples distincts, XY et AB, de réels, tels que OM égale X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J, et que OM est égal aussi à A fois le vecteur I plus B fois le vecteur J. Nous en déduisons que X fois I moins A fois I est égal à B fois J moins Y fois J. Il suffit de faire passer ici le terme AI dans le membre de gauche, ça devient moins AI. Et donc on va se retrouver, je répète, à X fois le vecteur I moins A fois le vecteur I, qui est donc égal à B fois le vecteur J moins Y fois le vecteur J. Je factorise ici par I, et je vais me retrouver avec X moins A multiplié par le vecteur I, qui est égal à B moins Y, le tout qui multiplie le vecteur J. Donc je me retrouve avec cette égalité-là. Alors, puisque le couple XY est différent du couple AB, pour fixer les idées, on va supposer par exemple que X est différent de A. Il vient alors que I, le vecteur I, est égal à B moins Y, le tout divisé par X moins A, le tout multiplié par J. Ceci est contradictoire, car les vecteurs I et J n'ont pas la même direction. On dit que les vecteurs I et J ne sont pas collinaires. Donc s'ils ne sont pas collinaires, je ne peux pas me retrouver avec I, le vecteur I, qui est égal en gros à K fois le vecteur J, puisqu'on pourrait représenter ça par une constante K, une constante réelle. Par conséquent, et par l'absurde, nous obtenons X égale A. Donc on a ici le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, j'ai fait comme supposition que X était différent de A. Je fais un raisonnement mathématique qui est juste, je ne sais pas si mon hypothèse est juste, mais par contre, je sais que mon raisonnement mathématique, lui, est juste. Et j'arrive avec une hypothèse que je suppose vraie et un raisonnement que je sais que lui, il est juste, à une conclusion qui est absurde. Le fait que, par exemple, I et J soient collinaires. Donc ça veut dire par l'absurde que mon hypothèse était fausse. Vu que mon raisonnement est bon et que ma conclusion est absurde, ça veut dire automatiquement que mon hypothèse n'est pas bonne. Donc ça veut dire que X est égal à A. Donc ce raisonnement, qu'on appelle le raisonnement par l'absurde, est une technique de démonstration. Si X est égal à A, eh bien j'obtiens A moins A multiplié par le vecteur I, c'est-à-dire le vecteur nul, puisque 0 fois le vecteur I, ça fait bien le vecteur nul. Et le vecteur nul est donc égal à B moins Y, le tout multiplié par le vecteur J. Comme J est différent du vecteur nul, on a automatiquement B moins Y est égal à 0, c'est-à-dire que B est égal à Y. Donc ça y est, l'unicité du couple XY est ainsi démontrée. Donc maintenant, définition, coordonnées d'un point, l'unique couple XY de réels tel que le vecteur OM est égal à X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J est le couple de coordonnées ou les coordonnées du point M relativement au repère OIJ. On écrit M entre parenthèses donc X, Y, X, Y, avec X qui correspond donc à l'abscisse de M et Y qui correspond à l'ordonnée de M. Alors, il est quand même préférable de séparer l'abscisse et l'ordonnée, non pas par une virgule, mais par un point-virgule. Alors pourquoi? Parce que si, par exemple, j'ai une abscisse qui est réelle et qui correspond, imaginons, à 2,3, il faut que je fasse la différence entre 2,3 et le séparateur entre l'abscisse et l'ordonnée. Donc, le point-virgule
c'est une bonne convention pour séparer, si vous voulez, la notation de l'abscisse et celle de l'ordonnée du point M. Donc on va voir maintenant donc, des exemples. Donc on a ici le point M dans un repère OIJ. On a donc 5i plus 3j qui correspond donc au vecteur OM. On écrit donc que le vecteur OM est égal à 5 fois le vecteur i plus 3 fois le vecteur j. On a donc pour le point M 5 comme abscisse et 3 comme ordonnée. De la même façon, j'ai le vecteur ON qui est égal à 4 fois le vecteur i moins 2 fois le vecteur j. On a donc pour le point N 4 comme abscisse et moins 2 comme ordonnée. Alors, troisièmement, repérage d'un vecteur. Théorème, soit I, J, une base de P, je rappelle que P avec une flèche, ça correspond à l'ensemble des vecteurs du plan. Pour tout vecteur U, il existe un unique couple XY de réels, tel que donc le vecteur U est égal à X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J. On va effectuer maintenant la démonstration. Donc soit le vecteur U qui appartient à l'ensemble des vecteurs du plan et OIJ, donc un repère du plan. Le point O étant donné, il existe un unique point M du plan tel que OM est égal, le vecteur OM est égal au vecteur U. Ce point M admet un unique couple XY de coordonnées relativement au repère OIJ tel que le vecteur U qui est égal au vecteur OM est égal à X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J. Nous concluons donc sur l'existence d'un unique couple x, y de réels, tel que le vecteur u est égal à x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Alors, définition, coordonnées, donc les coordonnées d'un vecteur. L'unique couple x, y de réels, tel que le vecteur u est égal à x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j, est le couple de coordonnées ou les coordonnées du vecteur u relativement à la base ij. On note u avec entre parenthèses x, virgule y. Alors on peut mettre même un point virgule, c'est encore mieux. Donc on note u entre parenthèses, vecteur u entre parenthèses x, y pour les coordonnées, ou bien on a le vecteur u avec les coordonnées écrites de façon sous forme de colonne, avec cette notation-là, x, y. Ce vecteur repéré par ses coordonnées dans la base ij. Remarque, nous retiendrons u de coordonnées x, y, donc dans la base ij, équivaut donc à l'égalité vectorielle u égale le vecteur u égale x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Dans la base ij, nous avons en particulier donc le vecteur i qui a pour coordonnées donc 1, 0, le vecteur j qui a pour coordonnées 0, 1, et le vecteur nul qui a pour coordonnées 0, 0. Alors, quatrièmement, règle de calcul sur les coordonnées. Théorème, I et J, IJ étant une base de P avec une flèche qui correspond, je rappelle, à l'ensemble des vecteurs du plan. On donne les vecteurs U de coordonnées XY et U' de coordonnées X', Y' et K qui appartient à l'ensemble des réels. Nous disposons donc des propriétés suivantes. Le vecteur U plus U' a pour coordonnées donc X plus X', Y plus Y'. Le vecteur K fois U a pour coordonnées donc Kx et Ky. Le vecteur moins U a pour coordonnées moins X, moins Y. Et le vecteur U moins U' a pour coordonnées X moins X' et Y moins Y'. On va voir maintenant la démonstration. Avec les données du théorème, nous avons donc U plus U', le vecteur U plus le vecteur U' est donc égal à X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J plus X' fois le vecteur I plus Y' fois le vecteur J, ce qui nous donne au final X plus X' le tout multiplié par le vecteur I plus Y plus Y' le tout multiplié par le vecteur J. Ce qui signifie que le vecteur U plus U' a bien pour coordonnées X plus X' et Y plus Y' dans la base IJ. De même, nous obtenons donc K fois le vecteur U qui est donc égal à K fois donc X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J.
Et donc cela est équivalent, est égal à le k multiplié par x, kx, le tout multiplié par le vecteur i, plus ky, le tout multiplié par le vecteur j. Ce qui prouve que le vecteur ku a pour coordonnées donc kx et ky dans la base ij. Alors ici, je vais rajouter à chaque fois, excusez-moi, les points-virgules. J'ai des fois tendance à les oublier. Donc, en particulier pour k qui est égal à moins 1, nous avons immédiatement moins u qui a pour coordonnées, le vecteur moins u, qui a pour coordonnées moins x moins y. Pour terminer, nous savons que le vecteur u moins u', d'après la vidéo sur l'addition vectorielle, on a vu que c'était égal en fait à u plus moins u'. Donc u plus moins u'. Donc il en résulte que les coordonnées donc, de u, du vecteur u moins le vecteur u', ce vecteur-là, il a pour coordonnées donc x plus moins x', et y plus moins y', ce qui correspond bien donc comme coordonnées à x moins x' et y moins y'. Le vecteur u moins u' a donc pour coordonnées x moins x' et y moins y'. Remarque, soit u de coordonnées xy et u' de coordonnées x', y' relativement à la base ij, a et b deux réels, le vecteur au plus bu est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc je le répète, le vecteur AU plus BU' est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Nous obtenons le vecteur AU plus BU' qui a pour coordonnées donc AX plus BX' et AY plus BY' dans la base IJ. On va voir maintenant des exemples. On donne les vecteurs donc U de coordonnées 1, moins 2 et V de coordonnées 4, 3. Calculez les coordonnées des vecteurs 2 fois U, du vecteur moins 3V, du vecteur U moins V et du vecteur U plus 2V. Alors, le vecteur de U, c'est égal, d'après les formules qu'on vient de voir précédemment, à 2 fois 1 et à 2 fois moins 2, c'est-à-dire le vecteur 2U a pour coordonnées donc 2 et moins 4. Le vecteur moins 3V, il va avoir pour coordonnées donc moins 3 multiplié par 4, c'est-à-dire moins 12, et moins 3 multiplié par 3, c'est-à-dire moins 9. Donc le vecteur moins 3V a pour coordonnées moins 12, moins 9. Le vecteur U moins V a pour coordonnées donc 1, moins 4 et moins 2, moins 3, ce qui va nous donner donc 1, moins 4, moins 3 et moins 5. Donc le vecteur U moins V a pour coordonnées moins 3, moins 5. Et enfin, le vecteur U plus 2V, eh bien, lui, il va avoir pour coordonnées donc 1 plus 2 fois 4 et moins 2 plus 2 fois 3. Donc ça va nous faire 2 fois 4, 8 et 1, 9. Et 2 fois 3, 6, moins 2, ça va nous donner 4. Donc le vecteur U plus 2V a pour coordonnées 9 et 4. Alors maintenant, cinquièmement, coordonnées d'un vecteur. Dans ce paragraphe, on va aller un petit peu plus loin dans la notion de coordonnées d'un vecteur. Théorème. Coordonnées du vecteur AB, OIJ est un repère du plan P. On donne dans ce repère deux points, le point A de coordonnées XA, YA et le point B de coordonnées XB, YB. Dans la base IJ, nous avons le vecteur AB qui a donc pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA, que ce soit en notation ligne ou en notation colonne. Démonstration. Alors, nous avons le vecteur AB qui est égal, d'après la relation de Schall, au vecteur AO plus le vecteur OB, qui est égal au vecteur OB moins le vecteur OA, puisque le vecteur AO est égal à moins le vecteur OA. Je sais que le vecteur OB, d'après ce qu'on a vu précédemment, a pour coordonnées donc XB fois le vecteur I plus YB fois le vecteur J. On peut l'écrire de cette façon-là, puisque XB et YB sont les coordonnées du point B. On peut aussi écrire le vecteur OA de la façon suivante, XA multiplié par le vecteur I plus YA fois le vecteur J, ce qui nous donne au final le vecteur AB qui est donc égal à XB moins XA, le tout qui multiplie le vecteur I, plus YP moins YA, le tout qui multiplie le vecteur J.
Nous en concluons que le vecteur AB a pour coordonnées donc xb moins xa, c'est-à-dire donc l'extrémité moins l'origine, avec aussi yb moins ya. À chaque fois, cela correspond aux coordonnées de l'extrémité, c'est-à-dire de b, moins les coordonnées de l'origine, c'est-à-dire a, relativement à la base ij. Nous en concluons, donc je le répète, que le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa et yb moins ya relativement à la base ij, et on peut retenir donc la formule suivante, extrémité moins origine, l'extrémité du vecteur étant le point B et l'origine étant le point A. Pour conclure sur cette démonstration, on a le schéma suivant avec, je le répète, donc le vecteur AB qui est égal à xb moins xa, le tout multiplié par le vecteur i, plus yb moins ya, le tout multiplié par le vecteur j. On retrouve bien ici le vecteur xb moins xa fois le vecteur i, plus ici le vecteur yb moins ya fois le vecteur j. Et on retrouve les deux notations en ligne et en colonne des coordonnées du vecteur AB. On va voir maintenant un exemple classique, soit le point A de coordonnées 2, 3, le point B de coordonnées 5, 4, le point C de coordonnées 4, 2 et le point D de coordonnées 1, 1. Démontrer que ABCD, ABCD, ce quadrilatère, démontrer que ABCD est un parallélogramme. Alors, on a ici, je rappelle, quand on a un parallélogramme, on a donc l'égalité vectorielle AB, par exemple, qui est égale au vecteur DC. On calcule ici donc le vecteur AB qui a pour coordonnées donc xb moins xa, yb moins ya, ce qui nous donne pour le vecteur AB donc 5 moins 2 qui nous donne 3 et 4 moins 3 qui nous donne 1. Donc on a pour coordonnées du vecteur AB 3 et 1. De la même façon, j'ai pour le vecteur DC donc les coordonnées xc moins xd, yc moins yd, c'est toujours pareil, extrémité moins origine, ce qui nous donne pour le vecteur DC 4 moins 1, c'est-à-dire 3, 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc on voit ici qu'il y a l'égalité entre les deux vecteurs. Conclusion, le vecteur AB est égal au vecteur DC, ce qui prouve que ABCD est un parallélogramme. Donc sixièmement, coordonnées du milieu d'un segment. Théorème, OIJ est un repère du plan P. On donne dans ce repère les deux points A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB. Le point I étant le milieu du segment AB, nous avons le point I qui a pour coordonnées donc XA plus XB le tout divisé par 2 et YA plus YB le tout divisé par 2. Nous allons maintenant effectuer donc la démonstration. Alors, comme I est le milieu du segment AB, on peut donc dire que le vecteur BI est égal au vecteur IA. On applique la relation de Schall et on peut donc écrire que le vecteur OA plus le vecteur AI, c'est égal au vecteur OI. On a la première relation. Avec la relation de Schall, je peux dire aussi que le vecteur OB plus le vecteur BI est égal au vecteur OI. Donc j'obtiens ici la deuxième relation. On effectue donc la relation numéro 1 plus la relation numéro 2, et on obtient alors le vecteur OA plus le vecteur AI plus le vecteur BI plus le vecteur OB qui est égal à 2 fois le vecteur OI. Alors ici, j'ai inversé OB et BI. Alors le vecteur OB et le vecteur BI, ça ne change rien mathématiquement, mais on va voir tout à l'heure pourquoi. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Alors, on sait que I étant le milieu du segment AB, on a BI qui est égal à IA. Donc je vais pouvoir remplacer le vecteur BI par le vecteur IA. Et c'est pour ça que j'ai mis BI ici, puisque tout de suite après, regardez, on obtient alors OA plus le vecteur AI, donc le vecteur OA plus le vecteur AI, plus le vecteur IA, plus le vecteur OB égale 2 fois le vecteur OI. Or, ici, avec le vecteur AI et IA, qui sont ici côte à côte, on voit tout de suite la relation de Schall. Et donc, je peux remplacer le vecteur AI plus le vecteur IA par le vecteur AA. Donc, je me retrouve avec la relation, le vecteur OA plus le vecteur AA plus le vecteur OB égale 2 fois le vecteur OI. Or, on sait que le vecteur AA est égal au vecteur nul. Et donc, au final, on arrive à la relation vectorielle suivante. Le vecteur OA plus le vecteur OB est égal à 2 fois le vecteur OI. En posant I de coordonnées XI, YI, nous obtenons alors,
Pour le vecteur OA, je vais remplacer le vecteur OA par XA multiplié par le vecteur I plus YA multiplié par le vecteur J. Le vecteur OB, je vais le remplacer par XB multiplié par le vecteur I plus YB multiplié par le vecteur J. Et ici, le vecteur OI, je vais le remplacer par XI multiplié par le vecteur I plus YI multiplié par le vecteur J. Donc, en fait, on réapplique la formule des calculs avec les coordonnées que l'on a vues précédemment. Car on va bien obtenir ici, si je mets ensemble tous les vecteurs i, et en factorisant, je vais me retrouver avec xa plus xb, le tout multiplié par le vecteur i, plus ya plus yb, le tout multiplié par le vecteur j, égale 2 fois xi, le tout multiplié par le vecteur i, plus 2 fois yi, le tout multiplié par le vecteur j. Et donc, par identification, on voit bien que l'on va avoir xa plus xb égale 2 fois xi et ya plus yb égale 2 fois yi. Donc là, je l'ai redémontré, mais j'aurais pu tout de suite utiliser les formules que l'on avait démontrées précédemment, je rappelle, sur les calculs avec les coordonnées. En fait, on a donc 2 fois xi égale xa plus xb, 2 fois yi égale ya plus yb. Donc au final, on se retrouve bien avec xi qui est donc égal à xa plus xb, le tout divisé par 2, et yi qui va être égal à ya plus yb, le tout divisé par 2. On va voir maintenant un exemple. Alors, soit A, le point A de coordonnées 2, 3, le point B de coordonnées 5, 4, le point C de coordonnées 4, 2 et le point D de coordonnées 1, 1. Démontrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. On rappelle que les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu. Donc, soit I, le milieu du segment AC. On calcule le milieu du segment AC en utilisant la formule que l'on a vue précédemment. On a donc, pour le point I, comme coordonnée, donc 2 plus 4 divisé par 2, 6 divisé par 2, ça nous donne 3. Et pour l'ordonnée, on a 3 plus 2, c'est-à-dire 5 divisé par 2, 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Donc on a ici, en utilisant la formule que l'on a démontrée précédemment, pour le point I, milieu du segment AC, on a comme coordonnées 3 et 5 demi. Donc soit maintenant J, le milieu du segment BD. Donc toujours pareil en appliquant cette formule, j'obtiens pour le point J 5 plus 1, le tout divisé par 2, c'est-à-dire 6 divisé par 2, ça me donne bien 3. Et ensuite, je vais obtenir 4 plus 1, donc 4 plus 1, 5 divisé par 2, ça fait aussi 5 demi, 2,5. Donc on voit bien que le point I et le point J ont les mêmes coordonnées. Donc les diagonales qui correspondent au segment AC et au segment BD du quadrilatère ABCD ont même milieu, ABCD est donc un parallélogramme. Alors, septièmement, distance de 2 points. Théorème, soit A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB. 2 points du plan rapportés à un repère orthonormal, OIJ. Donc je rappelle qu'un repère orthonormal, c'est un repère avec le vecteur I et le vecteur J qui sont tous les deux orthogonaux. Et en plus, comme il est orthonormal, ortho pour orthogonal, mais normal, ça veut dire qu'il y a la même norme, c'est-à-dire que la norme de I égale la norme de J égale 1. Nous disposons alors de l'égalité, la distance AB qui est donc égale à racine carrée de xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré. Donc je rappelle encore une fois que cette formule n'est valable uniquement que dans un repère orthonormal. Alors, démonstration, nous sommes dans un repère OIJ orthonormé ou orthonormal, c'est-à-dire que le vecteur I est orthogonal au vecteur J et qu'en plus la norme de I égale la norme de J égale 1. Nous désignons par C le point de coordonnées XA, YB. En effet, on voit bien qu'ici j'ai mon point A de coordonnées XA, YA, mon point B de coordonnées XB, YB, et on voit bien ici que le point C est de coordonnées XA, YB. Les droites BC et AC sont perpendiculaires en C. Il en résulte que le triangle ABC est rectangle en C. En appliquant le théorème de Pythagore, nous avons donc AB au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, qui est donc égal à CA carré plus CB carré. Alors, puisque le vecteur CA est de coordonnées 0, YA moins YB,
on a ici dessiné un représentant du vecteur CA. Nous en déduisons que le vecteur CA est donc égal à YA moins YB, le tout multiplié par le vecteur J, puisque le vecteur J a pour norme 1, nous obtenons donc la norme du vecteur CA qui est donc égale à la norme du vecteur YA moins YB, le tout multiplié par le vecteur J, qui est donc égale à la distance CA. Or, cette distance CA est bien égale à la valeur absolue de YA moins YB multipliée par la norme de J qui vaut 1, c'est-à-dire donc que cette distance CA est donc égale à la valeur absolue de YA moins YB. Alors pourquoi la valeur absolue, ce qu'on appelle aussi, ce qu'on appelait au collège la distance à 0? Eh bien tout simplement parce qu'on a quelque chose qui va être ici tout le temps positif, que YA soit plus petit ou pas à YB. Donc quelle que soit la situation, on va avoir quelque chose qui sera tout le temps positif. Et on doit avoir quelque chose de tout le temps positif puisqu'on parle d'une distance, et qu'une distance, comme une longueur, c'est tout le temps positif. En effet, si YA, par exemple, ce qui est le cas ici, est supérieur à YB, on va donc avoir la valeur absolue de YA moins YB qui est donc égale à YA moins YB. Si maintenant c'est YB qui est supérieur à YA, on a donc valeur absolue de YA moins YB qui va donc être égale à YB moins YA pour que ça soit positif. Donc en fait, cette notation est générale et elle permet de dire donc qu'on a bien ici une distance CA qui est positive, qui est donc égale à la valeur absolue de YA moins YB, parce que, je le rappelle, une distance, par définition, c'est tout le temps positif ou nul. Alors, nous en déduisons que CA au carré est donc égal valeur absolue de YA moins YB, le tout au carré, mais ça, je peux l'écrire, je peux remplacer valeur absolue de YA moins YB par, entre parenthèses, YA moins YB, puisqu'après YA moins YB, entre parenthèses, le tout est élevé au carré, et que donc, que cette valeur, que cette différence soit positive ou négative, ça n'a pas d'impact sur le carré. Donc je peux enlever, quand je parle de carré, je peux enlever la valeur absolue. Et je vais donc avoir CA au carré, qui est donc égal à valeur absolue de YA moins YB, le tout au carré. Je peux donc aussi l'écrire YB moins YA, le tout au carré, et non pas YA moins YB. Dans les deux cas, c'est bon. Je répète encore une fois, quel que soit le signe de cette différence, comme c'est élevé au carré, je vais toujours avoir quelque chose de positif. Donc ça ne va pas impacter la valeur de CA au carré. De la même façon, nous obtenons donc le vecteur CB qui est donc égal au vecteur donc xb moins xa, donc le tout multiplié par le vecteur i. On a ici dessiné un représentant donc du vecteur cb, et pour la même raison que précédemment, pour les mêmes raisons, on a ici la norme du vecteur cb qui va donc être égale à la valeur absolue de xb moins xa, à la valeur absolue de xb moins xa. Quelle que soit la situation, cette valeur absolue sera toujours positive, ce qui est logique puisqu'on a ici une distance. Alors, si je fais CB au carré, je vais donc avoir valeur absolue de XB moins XA au carré, c'est-à-dire XB moins XA au carré, mais je peux aussi écrire ça, XA moins XB, le tout au carré. Hein. Encore une fois, cette différence, qu'elle soit positive ou négative, vu que je prends le carré, ça n'a pas d'impact. Il en résulte que, si j'applique donc le théorème de Pythagore, je vais donc avoir la distance AB au carré, qui est donc égale à XB moins XA au carré, plus YB moins YA, le tout au carré. Puisque cette distance AB est positive ou nulle, elle est supérieure ou égale à 0, on peut en conclure, nous en concluons que la distance de AB est donc égale à racine carrée de XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré. On a en fait démontré cette formule. On va voir maintenant plusieurs remarques. Alors, l'égalité, donc, distance AB qui est égale à racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA le tout au carré est symétrique. Ce qui signifie que, au départ, donc j'ai bien ma formule, la distance AB qui est égale à racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA le tout au carré, mais je peux remplacer cette formule en changeant la position, c'est-à-dire en prenant XA d'abord et après en faisant XB. XA moins XB le tout au carré plus YA moins YB le tout au carré. C'est pour ça qu'on dit que cette formule est symétrique. Je répète encore une fois, vu qu'on a une différence qui est élevée au carré, quel que soit le signe de cette différence, ça n'a pas d'impact sur la valeur du carré. Alors, on peut dire que cette formule, encore une fois, la distance AB qui est égale à racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré, n'est vraie que dans un repère orthonormal ou orthonormé. En effet, si le repère OIJ n'est pas orthogonal, simplement s'il n'est pas orthogonal, hein, sans parler de même norme s'il n'est pas orthogonal. Le triangle ABC n'est plus
rectangle en C, et on ne peut plus appliquer le théorème de Pythagore. Donc le simple fait déjà que le repère OIJ ne soit pas orthogonal, même s'il n'a pas la même norme, donc le simple fait qu'il ne soit pas orthogonal, ça suffit pour que cette formule déjà ne soit pas bonne, puisqu'on n'a plus de triangle ABC rectangle en C, et donc on ne peut plus appliquer le théorème de Pythagore. Alors, si maintenant on a un repère OIJ qui est orthogonal, mais qui n'est pas orthonormal, c'est-à-dire que la norme de I qui est égale à 2 n'est pas égale à la norme de J qui est égale à 1. Alors nous obtenons donc la norme de CB qui est donc égale à 2 fois la valeur absolue de XB moins XA, la norme de CA du vecteur CA qui est donc égale à la valeur absolue de YA moins YB. Hein. Alors on peut expliquer pourquoi 2, hein, puisqu'on a vu précédemment que la norme du vecteur CB est donc égale à valeur absolue de XB moins XA multipliée donc par la norme du vecteur I qui est égale à 2. C'est pour ça que j'ai 2 fois valeur absolue de XB moins XA. C'est parce que la norme du vecteur I est égale à 2. Ici, par contre, je n'ai pas ce problème-là, puisque la norme du vecteur CA est donc égale à valeur absolue de YA moins YB multipliée par la norme du vecteur J qui, elle, est égale à 1. Donc ça n'a pas, c'est comme précédemment. Et donc si j'applique le théorème de Pythagore, je peux l'appliquer puisque le repère, il est orthogonal. J'ai donc AB carré qui est égal à CB carré plus CA carré, c'est-à-dire 4 fois valeur absolue de XB moins XA au carré, plus valeur absolue de YA moins YB le tout au carré, qui est donc égal à 4 fois XB moins XA au carré, plus YA moins YB le tout au carré. On voit bien qu'on n'a plus la même formule. On a ce 4 ici qui va apparaître. Et donc toujours pareil, comme cette distance AB est supérieure ou égale à 0, je vais me retrouver avec la distance AB qui est donc égale à racine carrée de 4 fois XB moins XA au carré plus YA moins YB au carré. Et on voit bien que, à cause du fait que mon repère, il est orthogonal, mais il n'est pas orthonormé, c'est-à-dire que la norme de I n'est pas égale à la norme de J, je vais me retrouver ici avec un 4 qui ne correspond pas à la formule qu'on en a vue précédemment. Donc c'est pour cela que la formule que je vous ai présentée sur la distance de 2 points, c'est-à-dire que la distance AB est égale à racine carrée de XB moins XA le tout au carré plus YA moins YB le tout au carré, eh bien cette formule que je vous ai présentée, il faut bien se rappeler qu'elle ne marche que dans un repère orthonormé ou, comme on dit, orthonormal. On va voir maintenant un exemple. Donc soit le point A de coordonnées moins 1, 4 et le point B de coordonnées 3, 7. On nous demande de calculer la distance donc AB. Alors, on sait que la distance AB est donc égale à racine carrée de XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré. Hein, je suis dans un repère qui est orthonormé, hein, c'est-à-dire que le vecteur I est orthogonal au vecteur J. Et en plus, le vecteur I a la même norme que le vecteur J qui est égal à 1. Donc la distance AB est égale à racine carrée de 3 moins 1 le tout au carré, c'est-à-dire de 4 au carré, plus 7 moins 4 au carré, c'est-à-dire 3 au carré, ce qui nous donne racine carrée de 16 plus 9, racine carrée de 25, ce qui nous donne le nombre 5. Donc la distance AB est donc égale à 5 unités. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis évidemment à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.